Est-ce que ton micro marche? Ça a l'air. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors je suis très heureux. On est très heureux de t'avoir parce que tu vas enfin porter la voix des annonceurs. On a eu la voix des médias, la voix des régies, la voix des agences. Et Mais déjà d'annonceur, car Antoine AXA, c'est un annonceur. oui, très belle intervention, Antoine. Euh, alors, on s'est rencontrés il y a à peu près un mois et demi. Où on a eu une conversation qui a finalement versé dans le mysticisme. Alors, on va essayer de la reproduire. On a eu une conversation sur l'avenir de la pub, comme d'habitude. Toi, tu as travaillé dans les médias aussi, donc tu pouvais en parler à juste cause. Et la première question qu'on t'a posée, en fait, c'était qu'est-ce qu'aujourd'hui, alors on a parlé ce matin des ad-bloqueurs, des nouveaux consommateurs impatients, infidèles, etc. Qu'est-ce qu'une publicité acceptable aujourd'hui? Une publicité acceptable, elle est simple. C'est une publicité qui est acceptée par les consommateurs. Donc la notion d'acceptabilité, c'est une notion qui est totalement customer-centrique. Si le consommateur, que ce soit un mobinaute, un internaute, à la fin du jour, ne se sent pas confortable dans son usage et dans l'interruption de son parcours Internet, ben ça veut dire que la pub n'est pas acceptable. Donc ça veut dire que les tunnels de vidéos qui s'emmanchent sur plus d'une minute, 2 minutes, et on vous balance 3 spots, 4 spots, et puis ça va s'arrêter dans 60 secondes, dans 5 secondes, et ça recommence. Ou le pire, entre guillemets, quand vous êtes sur votre tablette, vous rentrez tard le soir, vous avez les fameuses croix qui s'affichent. La croix, c'est une promesse. Effectivement, c'est un peu mystique. Il y a une promesse de la croix. La promesse de la croix, elle est très simple. Quand on est tablettonaute, entre guillemets, quand on appuie sur la croix, la pub doit s'arrêter. Or, le vrai problème, c'est une discussion qu'on a avec nos amis du geste, qu'on a avec nos amis du SRI et des agences, Elle c'est ressuscite. quand on appuie sur la croix ne bouge pas, ou elle ressuscite. Mais alors en un milli-nanoseconde, je ne sais quoi, et en fait, la pub, elle est toujours là. Ça, c'est insupportable. C'est comme ça qu'on détruit effectivement une expérience utilisateur, mais pour nous, puisque, encore une fois, ce sont les annonceurs qui font vivre tout notre petit monde, c'est de notre argent dont il s'agit. Ce n'est pas normal, effectivement, qu'on ne respecte pas le consommateur. Si on ne respecte pas le consommateur, nous avons un vrai problème, nous, en tant que marketeurs, dans le contact qu'on a avec notre public, dans la responsabilité que nous engageons sur notre marque, et quelque part, nous avons une responsabilité sur la structuration à venir, et à venir, ce n'est pas dans 10 ou 15 ans, c'est dans la structuration l'an prochain, en 2017, en 2018, du marché publicitaire. Alors, il y a une autre question importante. On a parlé beaucoup de chaînes de valeur, on a entendu beaucoup d'acteurs de cet écosystème parler. Vous, en tant que marque, comment vous positionnez sur ce nouvel écosystème un peu hybride, un peu mouvant, des agences, des médias, des sociétés de conseil dont on a entendu parler? Comment vous voyez ce nouveau monde et le positionnement des marques Oh, encore une fois, nous, et des GAFA? oui, bien sûr. Notre responsabilité, encore une fois, c'est de satisfaire le consommateur, en sachant que le métier des marques, ce n'est pas de vendre de la pub. Le métier des marques, ce n'est pas d'utiliser tous les leviers marketing, points de contact, UX, j'en passe et les meilleurs. Le métier des marques, c'est de vendre des polices d'assurance, c'est de vendre des voitures, c'est de vendre éventuellement des loups-boutins à semelle rouge, c'est de vendre plein de choses comme ça. C'est ça notre business. Et le business, bien entendu, bottom line, doit être rentable. Donc ensuite, nous avons des structurations de points de contact qui traditionnellement passaient par les médias, qui de moins en moins passent par les médias, puisque nous avons depuis maintenant une demi-douzaine d'années bien sonné l'apparition de médias propriétaires, des réseaux sociaux sur lesquels nous travaillons beaucoup, et puis bien entendu avec un phénomène qui a été révélé par le rapport de l'ANA, donc notre société sœur américaine, avec des pratiques sur le marché publicitaire, de groupes d'agences médias qui nous posent des problèmes de transparence, autrement dit de confiance. Et pour approcher le marché publicitaire en 2017, nous avons besoin encore et toujours de la confiance. Donc de la confiance, certains de nos annonceurs ont pris le taureau par les cornes, ils ont internalisé l'achat média, pour récupérer une bonne partie de la valeur qui, selon une étude qu'on a faite au niveau international en 2014, qu'on a répétée d'ailleurs en septembre 2016, sur le digital au niveau mondial, sur 20 principaux pays, 100 € investis par l'annonceur, seulement 40 se retrouvent dans la poche des médias,
Et quand on tient compte du phénomène de la fraude, des fermes de robots, des problèmes de visibilité, de sécurité de marque, j'en passe et des meilleurs, tous les termes anglo-saxons qu'on aime bien dans notre beau métier, on s'aperçoit que le 40, là-dessus, il y en a au minimum 4, voire 12 points sur les 40 qui sont pris par la fraude digitale. Donc, in fine, on est dans une économie des médias qui est asphyxiée, et in fine, en termes de KPI, sur notre base de calcul de ROI, eh bien, globalement, on n'est pas en base 100. Au mieux, on est en base 40, et au pire, on est en base 28. Donc, il y a un vrai problème de retour sur investissement sur le digital. Et donc, on a besoin de confiance. Donc, mouvement, internalisation des training desks, DMP, DSP et Procter a été l'un des premiers aux US en 2013 à lancer le mouvement. Ils l'ont développé en Europe et notamment dans toute la partie occidentale de l'Europe, puisque la France dépend de la Belgique au niveau Procter en 2014, et suivi par d'autres marques effectivement fortes qui appartiennent à l'UDA. Donc il y a ce sujet de quelque part de recaptation de partie de la chaîne de valeur. Il y a aussi le sujet des algorithmes dont on a discuté. Et vous m'avez parlé, donc c'est la continuation de cette discussion un peu mystique, de la révélation des algorithmes en fait, qui ne se révèlent rarement en fait. Le problème, c'est que les algorithmes, on le voit bien avec nos amis des GAFA, c'est qu'ils bougent à tous les instants. Effectivement, ils ne sont jamais révélés. Et vous aurez beau demander à Sheryl Sandberg, qui est donc la CEO de Facebook, de donner une transparence sur l'algorithme, elle vous regardera d'un air glacé en disant « Pierre-Jean, mais qu'est-ce que tu as dit? Répète-moi ça en anglais, s'il te plaît. » Je le répète en anglais, elle ne le comprend pas. Bref, Laurent Soli était absolument catastrophé, mais ça c'est la vie. Globalement, les algorithmes, c'est quelque chose qui bouge systématiquement tous les jours, tous les mois. C'est quelque chose qu'on peut paramétrer lorsqu'on est propriétaire d'une DMP, d'une DSP. C'est quelque chose qui nous aideront à évoluer, mais globalement, c'est soluble. C'est-à-dire que demain, ça ne vaut plus rien. Alors, je vais inverser une question parce que tu as dit soluble et moi je m'étais posé une question depuis quelques années, c'est est-ce que le directeur marketing est finalement soluble dans la transformation digitale ou est-ce que la transformation digitale n'est pas en train de lui échapper quelque part? Le digital, c'est un petit peu maintenant, en ce début de siècle, un peu ce qu'était l'électricité à la fin du 19e. C'est que demain, tout sera digital. Et je pense que le digital va être soluble ou sera plutôt intégré, décomposé, atomisé dans toutes nos activités. Et on ne parlera plus, je suis presque sûr, du digital à l'horizon 2020-2025. Parce qu'effectivement, toutes les activités, lorsqu'on aura branché, entre guillemets, nos CRM avec toutes les DMP qui vont bien, mais en aval, on aura branché les supply chains sur les CRM, je pense que nos amis d'Accenture doivent travailler là-dessus. C'est quelque chose, à mon avis, qui va être fabuleux, terrifiant pour d'autres, mais c'est quelque chose, effectivement, qui fera partie de nos pratiques au quotidien. Alors, dernière tendance, il y a aussi les marques qui deviennent médias. Toi, tu as eu un média, tu es président média ou dessiné d'un média pendant quelques années. Comment tu vois ce phénomène et comment vous positionnez là-dessus? Le vrai problème, finalement, c'est un problème de quête d'audience, la quête du Graal. Les audiences des médias traditionnels tendent à baisser. On a eu le développement, bien entendu, depuis l'explosion de la 3G et de tout ce qui est Internet mobile, des médias propriétaires, c'est-à-dire des sites web, des apps dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas encore totalement terminés. Ça viendra peut-être un jour, mais là encore, il y a du temps. Comme le top 10 est dominé par les GAFA. Hein. Oui, par les GAFA. Et puis, on a aussi, entre guillemets, des apps propriétaires qui nous permettent de fonctionner directement en relation avec le consommateur. Et le développement de ces médias propriétaires, c'est quelque chose de très important qui est totalement sous-évalué sur le marché actuellement. Nos amis de France Pub et d'IREP ont fait une première approche à 2 milliards. Lorsque je regarde certains de mes adhérents, alors je regarde certains de mes adhérents très techno, mais France Pub IREP, ça ne révèle que 70% de leur budget de communication. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a 30%, alors 30-70e, allez, on va dire que c'est à peu près la moitié, il y a la moitié qui est en dehors du scope France Pub IREP. Et ça a glissé depuis 6 à 10 ans et on ne l'a pas vu venir. Et puis, bien entendu, sur les médias sociaux, on pourrait se dire que le positionnement en France, je ne raisonne que pour la France, de l'activité des GAFA est quelque peu sous-évalué. C'est une palissade. Nos amis de l'Open Internet Project avaient chiffré ça il y a de ça 2 ans à plusieurs milliards d'euros là aussi. C'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a un nouveau budget qui va arriver
en contenu qui ne sont pas négligeables. Alors, Oui. est-ce qu'on va réussir Et à puis les on mesurer a nos un amis jour, ça d'Accenture qui se développent. Alors on a parlé d'Accenture tout à l'heure avec Fjord, mais regardez ce qu'a fait Adobe jeudi dernier avec TubeMogul, c'est la même chose. Ouais. Ils sont en train d'intervenir et je serai à la place de Jean-Luc au niveau des agences médias. La vraie concurrence, ça swing à Madison, c'est plutôt là. Alors ça swing à Madison, c'est le titre d'une note d'analyste financier français qui date de juin 2015, qui était très intéressante sur les perspectives stratégiques du marché des groupes médias, des agences médias. Je vous invite à la lire, ceux qui ne l'ont pas pour m'en demander, mais ça swing à Madison Avenue, c'est notre futur court terme. Et ça swing aussi à l'UDA parce que vous avez une nouvelle identité visuelle. Donc juste, et comme dernier mot, Oui. quels sont vos grands axes maintenant, l'UDA à partir de 2017 UDA, c'est simple, c'est unir, c'est défendre, c'est anticiper. Donc unir effectivement les annonceurs dans les changements digitaux, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est effectivement aussi une défense, puisque quand on voit tous ces problèmes de confiance, de sécurité de marque, de visibilité, et puis tout le problème des relations que l'on a actuellement avec tout le paysage sur le marché, c'est quelque chose sur lequel nous avons intérêt à serrer les coudes, c'est ce qu'on fait. Et puis anticiper, parce que si on n'anticipe pas un minimum ce que sera demain, avec tout ce qui s'est dit effectivement ce matin, aujourd'hui, je pense qu'on aura un train de retard et c'est le meilleur moyen pour perdre les batailles. Merci. Bon mot de la fin. Merci Pierre-Jean Bozo. Je t'en prie.